Ça va comment, Ismaël ? Eh ben ça va très bien. Et toi, Sandrine, comment vas-tu ? Ça va carrément bien, heureuse d'attraper Ismaël Khalifa. Il est l'un des animateurs du magazine de découverte Échappée belle sur France 5. Et pas facile de lui tendre le micro, car il est toujours en vadrouille, au bout du monde, comme dans la campagne française. Et j'ai profité de sa venue à Paris en avril dernier, où il présentait en avant-première l'épisode Ouganda, une aventure inoubliable. C'était sur une péniche à Boulogne, une soirée organisée par l'ambassade d'Ouganda. Il en a eu des sensations fortes et il va nous raconter. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine. Tu peux retrouver l'entretien avec Ismaël Khalifa dans le numéro de l'été en vente avec sa couve sur l'Isère. Je suis sur une péniche, c'est déjà le voyage qui commence, donc on est vraiment bien. Ça t'inspire quoi, toi, la péniche, la Seine ? Ça m'inspire ma vie d'avant, quand j'étais encore parisien. Tu te souviens où on s'est rencontrés ? France Inter, il y a 20 ans, hein, déjà. Ouais, c'est il y a un petit moment. Ouais. Tu faisais les flashs le dimanche et moi j'avais l'émission 10 tours du monde. Exactement, et c'est vrai que tu nous faisais voyager, je me souviens. Toi, tu avais le voyage, on va dire, qui embarque, et moi, on voyageait dans mes flashs, mais que pour du glauque. Donc, c'était complémentaire, on va dire. Depuis, tu as fait un sacré bout de chemin, et aujourd'hui, donc tu co-animes cette émission, Échappée belle, sur France 5. Très belle trajectoire, tu en es arrivé comment ici ? C'est pas par hasard. Si tu fais ça aujourd'hui. Alors moi déjà j'ai plus voyagé à titre personnel que par le biais de mon métier. Le voyage c'est depuis que je suis enfant ce qui m'anime et donc j'ai sillonné le monde beaucoup à ma façon. Et après il y a le journalisme qui m'a permis évidemment de voir du pays et de faire beaucoup de choses. Et à une époque j'ai décidé de changer un peu de vie. Je suis parti faire le métier de guide naturaliste en région polaire parce que j'avais envie de passer du temps en Arctique, en Antarctique, en Islande, au Groenland. C'est des endroits qui me fascinaient. J'ai fait ça avec ma femme en plus que je venais de rencontrer à l'époque. Et quand je suis rentré, parce qu'on avait décidé d'avoir un enfant, on partait quand même 8 mois par an, eh bien j'ai revu du monde des médias. Et là, il y a une place qui se libérait à Échappée belle et on m'a proposé de rejoindre l'équipe. Voilà. Donc ça allait bien parce que la vie de télé, parce que j'avais bossé pour des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue et tout ça, plus ma vie de guide, finalement les deux se mixaient pas mal, quoi. Mais ça a été quoi le déclic à un moment de te dire je vais être journaliste, documentariste, je vais voyager, t'as des images qui te reviennent ? Oui, quand j'étais donc enfant, j'allais 1 mois par an l'été en Algérie dans la famille de mon père et j'étais vraiment enthousiasmé par le fait d'être dans un autre monde, de rencontrer des gens qui me ressemblaient pas. Enfin, vraiment, ça me faisait une excitation très forte. Pourtant, j'étais un enfant, mais il y avait ça. Et puis, c'est vrai que quand tu grandis dans une famille qui a 2 cultures, quelque part, t'es face à une forme de réalité très tôt. Et moi, j'avais envie de creuser cette réalité. Je me rendais compte que ça m'intéressait de comprendre d'où il venait, quelle était sa vie, son passé. J'avais envie de chercher. Donc, ça m'a donné envie d'aller dans des métiers où on se confronte au réel. Et en même temps, c'était le bon moyen pour parcourir le monde. Et c'était ça qui vraiment m'animait. L'avantage du journalisme, c'est qu'on va vivre des choses d'une manière très intense et très intime aussi avec les gens. Donc ça me correspondait bien. Tu peux nous parler de Échappée belle, ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait 7 ans que j'ai commencé à Échappée belle, donc ça va très vite. Ça coïncide avec la naissance de mon premier fils, Naël. Quand tu as la chance de faire cette émission, c'est quand même exceptionnel parce que c'est une expérience de vie qui est unique dans une vie d'être humain. On passe notre temps à être là où bat le pouls de la Terre et de la France aussi. Tu rencontres des centaines, voire des milliers de gens chaque année dont tu vas partager beaucoup de la vie et de l'âme, parce que la magie de la télé, c'est que ça crée directement un lien très puissant. Les gens se confient très vite et c'est une émission à laquelle ils ont confiance, ce qui est rare quand même de nos jours dans nos métiers. Nous, on a cette chance-là d'être toujours accueillis très positivement. Des fois, je sais même pas où je suis allé précisément, mais je sais quelle personne j'ai rencontrée. On a une connaissance du monde à travers les expériences de ceux qui nous accueillent. Donc c'est extrêmement précieux, c'est des rencontres qui changent la vie, c'est du vrai. Moi, c'est ce que j'aime. Oui, c'est important les rencontres pour toi, c'est ce que tu gardes surtout d'un voyage, c'est ce que tu vas chercher, c'est ce que tu as envie de transmettre dans la vision du voyage. Moi, si je pouvais, je rencontrerais 7 milliards d'êtres humains. C'est ce qui me fascine et puis on apprend beaucoup des autres.
On comprend beaucoup de situations. Ce que j'aime, c'est que des fois, tu vas passer une journée avec 2 gars au Sénégal et ta vision du monde en échangée. Certaines personnes font de longues études pour avoir une culture. Bah là, tu te fais une culture du réel et du terrain et du monde à travers ces gens qui t'emmènent. On a la chance, dans une même année à Échappée Belle, tu vas rencontrer des agriculteurs en France, des bikers sur la route 66 trumpistes, des gens qui vont faire de l'immigration clandestine au Sénégal. Et toi, tu mets des noms sur ces gens. C'est plus juste un fait d'actualité, ça devient des personnes. C'est ce que j'aime beaucoup, en fait. C'est que j'ai l'impression que je vis le monde tel qu'il est. Waouh, le plan de métro, quoi. Ouais, t'as plusieurs lignes. Là, on va prendre la ligne verte qui est tout en haut. Ah oui, c'est original, ça. Ouais. C'est fou, parce que vraiment, t'arrives ici tout seul. Je sais pas comment tu fais pour te repérer quand t'es français. Et voilà. Super. Et ta manière à toi d'incarner cette émission, ce serait quoi ton style ? Je crois que ce que j'aime, c'est, comme on dit, de faire rentrer le réel dans le format. Comme je dis tout le temps aux réalisateurs, ça les fait rire, mais moi je veux tourner en live. C'est-à-dire que j'arrive, je vois ce qui se passe, on suit, on s'ancre dans la vie des gens, on regarde les rencontres qu'on fait autour. Moi je suis très rétif à la façon dont on parle de voyage aujourd'hui, ce côté très belle image des réseaux sociaux, ces gens qui font de la van life avec des corps d'athlètes et des marques éco-responsables sur le dos, c'est pas mon truc, très honnêtement. J'aime quand il y a des aspérités, j'aime quand il y a du vrai, j'aime voir le sens qu'il y a derrière l'image. Et donc c'est un peu comme ça que j'essaye de faire vivre mes émissions en révélant le sens des gens que je rencontre. Il y a une image là qui te vient tout de suite, un souvenir marquant. Si tu fermes les yeux, bof, tu les rouvres, qu'est-ce qui te vient ? Mon dernier tournage vraiment exceptionnel, c'est donc l'Ouganda où je suis allé au mois de décembre. Et en Ouganda, j'ai rencontré une femme qui s'occupe de sauver les gorilles, qui a, avec son action, a réussi à sauver les gorilles à dos argenté dans une proportion énorme. On parle toujours de Jane Goodall, Dian Fossey, etc. Mais elle est passée en dessous des radars alors que c'est une sacrée héroïne. C'est-à-dire que ce qu'elle a créé va très très loin. On vit ça, grâce aux gorilles, il y a de l'argent qui rentre dans cette région et les gens vivent mieux. Parce qu'elle a vraiment un projet sociétal autour. Et en même temps, tu vois, à un moment, on est en train de collecter des excréments de gorilles parce qu'elle fait des analyses dedans pour voir comment ils vont. Et là, il y a une femelle qui essaie de passer au-dessus de nous avec un petit. Elle m'a fait pipi dessus pour que je m'écarte. Et tout ça, c'est filmé. Et voilà, tu vois, ça c'est des expériences de vie parce qu'à la fois c'est puissant, je m'en souviendrai toute ma vie, et en même temps ça raconte quelque chose de très fort de l'histoire de cette femme, ce moment partagé avec elle et comment on en arrive là, voir des nouveaux visages, des héros de leur pays qui ont du courage et qui font face à la réalité. Moi ça me galvanise à chaque fois. Depuis qu'on nous a demandé de changer des couches et de faire des biberons, on n'est plus des hommes. C'est de la connerie en barre. Ils vont tout vous déballer. Les confidences du pénis, mardi à 22h35 sur Teva. Alors tu as fait aussi des documentaires, je pense aux confidences du pénis. Alors on peut croire que ça n'a rien à voir, mais je vais y venir. Tu donnes la parole à des hommes qui dessinent une nouvelle forme de virilité au XXIe siècle. Comment tu abordes un pays justement dans lequel le patriarcat est tout puissant ? Comment tu fais avec ça ? Mon sujet, c'est plutôt de me fondre dans le décor. Je pense que voyager de manière idéologique, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le journalisme assis de certains qui d'ailleurs détestent les émissions qu'on fait nous. Parce que des fois, ils nous reprochent de ne pas être allés interviewer les opposants au président. Mais comment tu veux qu'on fasse, nous ? Non, moi, ce que j'essaye, c'est... Par exemple, j'ai un souvenir très puissant. J'étais aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, et j'ai rencontré une femme qui a créé un café féministe au cœur de Dubaï. Et elle m'accueille avec une abaya. Au moment où il y avait en plus le scandale autour de l'abaya en France, et sur les murs, il y a un portrait de Simone Veil, un portrait d'Angela Davis, et elle me raconte ce que c'est que le féminisme pour elle, et elle me soutient que les Émirats sont un pays féministe parce que les hommes ont une place, les femmes aussi, et que tout le monde la respecte, et donc tout le monde se respecte. Et ça, c'est une vision que moi, j'ai du mal à entendre, autant que français. Mais pour autant, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir cette vision. C'est de la comprendre, c'est de voir d'où parle cette personne. Je trouve que des fois, en France, on a une tendance à vouloir toujours trouver la morale de l'histoire. Et moi, j'ai pas envie de la trouver. Je viens moi-même de deux cultures qui étaient très conservatrices. Mes grands-parents qui étaient des paysans en Haute-Savoie, mes autres grands-parents donc maternels, mes grands-parents paternels qui étaient donc des gens qui vivaient en Algérie, qui étaient très conservateurs. Pour autant, c'était des humains magnifiques. Comment je l'aborde ? Quand je suis en France, je suis français et c'est des sujets très importants pour moi. Mais quand je suis à l'étranger, j'essaye d'écouter et de
de ne pas venir donner la leçon. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays où les gens en ont vraiment marre qu'on vienne leur expliquer comment ils doivent vivre et ce qu'ils doivent penser. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tout relativiser, mais je pense qu'il faut aussi écouter. C'est vrai que c'est ce qui ressort de ces émissions, c'est que ça nous donne vraiment envie d'aller voir, d'être ouvert et de pas forcément rester sur une plage. Tu vois, au Maroc, un jour, je rencontre une femme qui est devenue peintre et elle fait partie d'une association de femmes magnifique. Et à un moment, je lui dis, avec mes préjugés à moi, je dis donc tu fais ce métier, grâce à ce métier tu gagnes de l'argent et t'es devenu plus autonome par rapport à ton mari. Et là elle s'énerve vraiment, et elle me dit j'en ai ras-le-bol d'entendre ça de tous les Français qui passent ici. Moi mon mari, on est dans un couple musulman à la marocaine et j'aime ce couple, j'aime mon mari et je suis heureuse dans mon couple. Et ça rapporte juste de l'argent supplémentaire à la maison. Et elle m'a vraiment engueulé en fait, tu vois. Là, je me suis dit, donc on peut pas arriver avec nos gros sabots, venir expliquer aux gens comment ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Des fois, peut-être qu'il faudrait juste écouter, essayer de comprendre pourquoi les gens en sont là. Il y a des gens qui sont d'accord, il y en a qui sont contre. On rentre dans la nuance, mais la nuance, c'est toujours moins payant, moins rassurant, moins définitif que de soi-même décider de ce qui est bon ou mauvais pour les autres. Je rappelle quand même qu'on a colonisé une grande partie du monde. Merci. Alors, c'était des bienvenus. D'accord, donc on boit lentement, entre amis, et un thé bien chaud sur la braise. Surtout entre amis. Ça veut dire quoi, Saha? Longue vie. Longue vie. Alors, Saha. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que les téléspectateurs retiennent de tes émissions quand ils sont sur leur canapé et tout? Ce que je souhaite, c'est de créer du lien avec des cultures lointaines ou même françaises. Ce que j'aime, c'est qu'ils aient froid avec moi, peur avec moi, chaud avec moi, qu'ils rient avec moi. J'essaie d'être très immersif. J'essaie vraiment de les emmener, comme je faisais en fait quand j'étais guide dans le tourisme. J'ai envie de les prendre par la main et de les embarquer dans ma valise. Parce que j'aime, c'est justement quand on apporte de la nuance. Et donc, j'aimerais que quelque part, on s'aime un petit peu plus. Tu vois, pas on s'aime les uns les autres, ça c'est béni oui, mais si on peut donner la parole à ces gens-là, qui sont souvent plus courageux que ceux qui dénigrent, moi ça me plaît. Et est-ce que tes émissions, elles sont prescriptrices, comme on dit? Est-ce que les gens, après, là par exemple c'est l'Ouganda, est-ce qu'après tous les Français auront envie d'aller en Ouganda? Je sais qu'en France on est extrêmement prescripteur, ouais. Là tu vois, j'ai fait un échappée belle en Hongrie. Et je discutais avec un des gars qu'on a rencontré qui m'a dit il y a plein de Français à Budapest, donc les gens me reconnaissent dans la rue. Et puis il y a des guides, tu vois, avec qui on a bossé, qui après ont fait pendant 3 à 4 ans, ils ont reçu des gens qui venaient sur Échappée Belle. Donc nous, ça nous fait toujours plaisir, parce que souvent on rencontre des gens tellement formidables que si les autres peuvent les rencontrer, c'est cool. Mais c'est ce qui est sympa dans Échappée Belle, le principe, c'est que tout ce qu'a fait l'animateur, les gens doivent pouvoir le faire. Et c'est pour ça, je pense que le public nous aime bien, c'est qu'on est à hauteur de lui. Alors là, tu nous racontes toutes les belles choses. Tu peux nous dire aussi s'il y a eu quelques galères, par exemple, que tu as vécues en tournage, qu'on rigole un peu? Oui, il y en a eu beaucoup, mais c'est marrant parce que c'est pas ce dont on se souvient. Hop, hop, hop. Et alors? Marcher. Pour tout vous dire, j'ai super mal aux fesses quand même. Déjà? Bah ouais, je suis pas habitué. Balade. C'est le métier qui rentre. Ouais. Non, dans les galères, on va beaucoup rencontrer de cultures qui ont le cheval en commun. Et le cheval, j'en ai fait pour la première fois de ma vie dans Échappée Belle à 39 ans, donc ça me fait flipper, c'est ce gros animal là. Donc quand je suis sur un cheval, on est 2 à avoir peur, donc ça marche pas. J'ai fait de l'escalade aussi pour la première fois dans Échappée Belle, et pareil, la peur du vide, c'est des sports quand tu les commences tard qui sont durs, mais je fais quand même toujours parce que j'ai conscience de la chance que j'ai d'être là. Et souvent, à travers une activité, un animal, tu en dis tellement long. Et tu partages tellement avec les gens quand t'es dans l'effort, dans l'action, que j'y vais mais j'ai peur. On a une rubrique aussi dans AR qui s'appelle Abominable délices. Et dans tous tes voyages, t'as été dégoûté une fois, carrément, t'as mangé un truc dégueu? Dégoûté, non, mais j'étais au Mexique un jour avec un grand chef qui cuisinait les insectes. Je te présente Pépé qui va te montrer ses spécialités. Je voudrais que tu fasses goûter quelques petits insectes à Ismaël. On commence par quoi? Je pense que tu devrais essayer les petits d'abord. Tu veux essayer les petits? Ils sont aromatisés avec du piment et de l'ail. Et c'est vrai que moi je suis pas du tout habitué à manger ça, donc il m'a amené dans un marché où il y avait des grillons, etc. Il y avait aussi des scorpions au chocolat. Ça, moi j'ai pas pu, honnêtement, mais en même temps, tu vois, de la même manière, j'ai pas voulu avoir les réactions du mec dégoûté, parce que pour lui, c'était super important. Qu'est-ce que
t'emmènes toujours avec toi, vraiment tes indispensables quand tu pars en tournage? Alors honnêtement, assez peu de choses. J'ai une petite pochette où il y a des petites choses qui rappellent l'enfance de mes enfants. J'ai une petite chaussette, j'ai un petit body, un petit bonnet de naissance. Des fois j'essaie de les emmener avec moi. Ça c'est pas simple mais ça arrive quand même des fois. Donc voilà, mais c'est un peu des petites choses qui parlent d'eux et quand je les ai avec moi ça me rassure en quelque sorte. C'est trop mignon. Et le soir, quand tu es tout seul, justement, dans ta chambre d'hôtel, tu as des rituels? Bah alors, pour tout te dire, on est dans notre chambre d'hôtel très tard. Hein. Tu sais, c'est des émissions où tu tournes avec ton équipe de 6h du matin à 23h. Mon rituel, c'est surtout de tout faire pour bien dormir, parce qu'il faut être en forme le lendemain. Par contre, moi, je fais énormément de sport en tournage. Je vais courir, je fais du renforcement musculaire, je vais nager. Ce qui est difficile quand tu as un métier d'animateur comme ça, c'est que tu es une éponge à émotions et tu parles toute la journée. Il y a un moment, il faut un peu couper, digérer tout ce que tu as appris parce que les gens te donnent tellement et puis toi tu leur donnes aussi beaucoup. T'arrêtes pas de parler de la chance que t'as de faire ce métier. Effectivement, tu fais beaucoup d'envie aussi parce qu'il y a des tas de jeunes qui aimeraient vivre aussi de leur passion des voyages. T'en as conscience? Et ce qui m'a donné envie de faire ce boulot, c'est Thalassa que je regardais avec mon grand-père. Et là, on commence à rencontrer des ados qui regardent Échappée belle avec leurs grands-parents ou leurs parents et qui me disent moi ça m'a donné envie de voyager. Moi ce que je dis toujours c'est que en ce qui me concerne c'est passer par cette émission, mais le but c'était de voyager. Je suis devenu guide, j'ai bossé pour des ONG. Finalement, ce qui compte, je pense que c'est pas de se dire je vais être animateur télé d'une émission, c'est de se dire quel est le pourquoi je me démène. Hein. Quand des jeunes me demandent comment faire, je leur dis mais va travailler, économise, achète-toi un sac, des chaussures de randonnée et fonce. Quand on part à l'étranger et qu'on sort de l'endroit qu'on connaît bien, il se passe toujours quelque chose. Et ben voilà, bienvenue dans l'un des plus beaux pays du monde, l'Islande. Et quand tu es parti dans les régions polaires, qu'est-ce qui t'a autant fasciné pour y rester, pour être guide naturaliste? Qu'est-ce qui se passait dans ces régions-là? J'ai commencé par l'Islande où je suis allé en 2003 et ça a été un coup de cœur monstrueux. J'avais l'impression d'être chez moi, il y avait une espèce de grandeur de la nature. C'est la première fois que je voyais des paysages sans construction humaine et puis il y avait un mélange de mélancolie et d'enthousiasme. Enfin, après j'ai eu l'occasion d'aller au Groenland et là pareil, je me suis pris un shoot de beauté. Le problème de ces régions, c'est que on n'y part pas en vacances, on va y faire un voyage spirituel. Même le gars qui part faire 10 jours de croisière là-haut, il reviendra différent. C'est parce que tu es dans un lien avec la nature que tu n'as nulle part ailleurs. C'est une émotion qui est d'une intensité très puissante, donc ça bouleverse les gens. Bon, c'est un sujet qui t'est cher, effectivement, dans le voyage, la préservation de la planète, tout ça, on le sent, comment tu l'incarnes. Et donc, tu as même créé aussi une association, For My Planet. Ça va dans ce sens. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu vois, c'est un sujet qui m'est cher, mais moi, j'assume pleinement le paradoxe qui est le mien, c'est que j'ai le pire bilan carbone de tous mes amis. Et en même temps, je suis pour la préservation parce que je croise des lieux qui mériteraient d'être préservés. Et donc, à un moment, je me suis dit comment être acteur aussi et faire ma part. Et donc, avec ma femme, Alice, on a créé cette association For My Planet, dont le but est de donner aux jeunes le pouvoir d'agir contre les crises de leur époque. Donc, ils agissent pour les plus démunis et pour leur environnement proche. On a 200 jeunes dans toute la France qui, tout au long de l'année, mènent des actions à leur hauteur, selon leurs idées, pour améliorer la vie autour d'eux. Et surtout, moi je suis vent debout contre la manière dont on parle aux jeunes d'aujourd'hui, entre une nostalgie des 30 glorieuses qui a plus lieu d'être, ou sinon le nihilisme d'un avenir sans avenir. Ok, on peut faire le constat, mais à un moment on part pas à la guerre en passant son temps à se taper dessus, quoi. Nous, on leur donne l'opportunité de se rendre compte que l'action c'est le meilleur remède à l'anxiété, et que quand tu passes à l'action, le monde te paraît plus supportable, tu en es un acteur. Et donc on a des enfants de 12 ans jusqu'à la terminale qui pendant 1 an vont intervenir dans des maisons de retraite pour aller décloisonner des personnes âgées, aller récolter des sacs de couchage pour des personnes qui dorment dans la rue, construire un potager bio dans leur collège dans lequel ils vont essayer d'entraîner aussi les autres élèves, aller nettoyer tous les espaces naturels possibles. Et ensuite ils vont raconter ça partout où ils sont invités, dans des grandes boîtes du CAC 40, dans des universités. Et tu vois ces petits bouts de chou de 12 ans, ils ont pris confiance en eux. Ils utilisent la crise de notre époque pour la transformer en opportunité de permettre à ces jeunes de trouver une boussole et de se rendre compte qu'ils ont du potentiel. Ouais, tu sais donner de ta personne aussi, parce que j'ai vu que tu as nagé pour le Secours Pop à Marseille. Je suis parti de Marseille jusqu'à Annecy. J'ai traversé les grands lacs des Alpes. J'ai fait 55 km de natation, 850 de vélo et le reste à pied. Donc il y avait plus de 1000 km. D'étape en étape, je faisais des grandes collectes pour le Secours populaire. Parce que pareil, je trouve qu'on est dans une aventure très performative aujourd'hui, particulièrement chez les quadragénaires comme moi qui se rêvent en trailer, triathlète et autres. Je trouve qu'il faut redonner un sens à tout ça. Moi, j'utilise le sport parce que je pense que c'est un langage universel et que j'ai constaté que quand on arrive devant des enfants en ayant nagé 15 km dans un lac, on montre à ces jeunes qu'on s'est dépassé pour quelque chose de plus grand que nous. Je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est cet esprit de non-renoncement. Et tu le verras dans le film sur l'Ouganda, il n'y a que des gens comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime en fait transmettre. C'est des gens du quotidien qui vont faire des choses pour les autres. Bonjour
Bonjour à tous les amis, je suis très heureux et même un petit peu ému de vous accueillir sur les bords du lac d'Annecy, la ville où j'ai grandi et où j'ai toutes mes racines, donc j'ai envie de vous dire bienvenue à la maison. T'es né à Annecy et tu y vis aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aimes transmettre d'Annecy et de sa région quand t'as des copains qui débarquent? Tu les emmènes où? Quand tu grandis dans une ville comme ça, je m'en suis rendu compte parce que mes enfants y sont donc aujourd'hui, tu ne vois que du beau tout le temps. Tu vis dans la grandeur des montagnes. Moi, mes parents étaient des petites classes moyennes, donc il n'y avait pas de gros moyens, mais on n'était pas dans la pauvreté non plus. Mais je passais mes étés là-bas et je me suis régalé. Quand ça va pas, j'ai toujours un refuge quelque part dans la nature et ça repart. Il est où ton refuge à Annecy? C'est beaucoup le lac où je nage énormément. Donc que j'ai traversé, c'était mon rêve d'enfant. Et quand je suis là-dedans, il manque qu'une baleine à bosse, c'est comme dans un fjord en Norvège, tu vois. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en voyageant énormément, il y a que 2 endroits où je me sens vraiment chez moi. C'est Paris et Annecy. Je crois que ce qui est beau quand on aime le voyage comme ça, c'est qu'on est capable d'être chez soi partout. Mais il faut faire attention aussi à pas être chez soi nulle part, à force d'être ailleurs. Ton voyage rêvé? Partir avec mes enfants quelques années et de leur faire découvrir tous les gens formidables que j'ai pu croiser. La transmission pour moi c'est très important. Ton voyage raté? J'ai jamais raté de voyage, honnêtement, parce que t'apprends toujours quelque chose, même dans la difficulté. Moi je pense que dans le voyage d'aujourd'hui, c'est plus de chercher le beau, c'est de chercher le vrai. Et ton prochain voyage? Mon prochain voyage, ce sera en Suisse pour Échappée Belle, où je vais aller dans le canton de Vaud, donc vers Lausanne. Et puis j'adore ce pays, les montagnes, enfin c'est juste de l'autre côté de chez moi, hein, donc je serai pas trop dépaysé, mais c'est quand même très dépaysant. Merci beaucoup Ismaël pour cet entretien. Je rappelle un des derniers épisodes à revoir, Ouganda, une aventure inoubliable sur France TV. Et pour rester connecté avec AR, il y a le site ar-mag.fr, Facebook, Insta, TikTok et les kiosques bien sûr, avec le magazine de l'été, le numéro 75 et sa couve sur l'Isère. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podmust et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça nous fait très plaisir. Et nous sommes présents bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour d'autres aventures.